Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence. Très heureux de vous retrouver pour cette rencontre organisée dans le cadre du prix Summer 2021, un prix organisé par la Fête du Livre de Bron en partenariat avec la métropole de Lyon et avec à ce jour plus de 45 médiathèques de la métropole lyonnaise. Une rencontre avec l'un des auteurs sélectionnés cette année dans le prix Summer, Thomas Flao. Bonjour mon cher Thomas. Bonjour Yann. Vraiment très heureux de vous retrouver, même si bien sûr on aurait été heureux de vous recevoir en direct. J'en profite pour faire un salut particulier aux médiathèques qui auraient dû vous recevoir ce soir et demain soir, qui sont les médiathèques de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, associées à Écully et Lisieux, et puis la médiathèque de Mézieux. Je les salue bien sûr et je les remercie d'avoir mis en place ces rencontres qui n'ont hélas pas lieu, mais je les remercie de leur présence ici. Je salue également les autres lecteurs des autres médiathèques et puis plus largement le public de la Fête du Livre de Bron. Donc, un tout petit mot sur la manière dont on va faire les choses pendant cette conversation. On va avoir une petite conversation d'environ 30-35 minutes avec Thomas Flao au sujet de son livre. Et puis, pendant cette période, on vous propose de prendre la parole sur le chat, d'éventuellement écrire des remarques, questions qu'on remontera à la fin de cette discussion. Je me ferai votre porte-parole pour reposer quelques questions en direct à Thomas, si vous souhaitez des précisions. Il va de soi que nous allons essayer d'explorer les enjeux du livre, mais tout en gardant un certain mystère par rapport à un certain nombre d'événements de ce livre, puisque vous ne l'avez pas tous lu et que je ne veux pas vous en enlever le plaisir. Voilà. Petit mot d'introduction sur votre livre, cher Thomas, qui s'intitule donc Les Nuits d'été, publié aux éditions de l'Olivier. C'est un livre qui met en scène trois personnages qui sont des vingtenaires, des gens qui ont environ 25 ans. Ils sont trois personnages qui reviennent le temps d'un été dans le quartier de leur enfance. On reviendra bien sûr sur ce quartier en particulier, dans la région de leur enfance. On va reparler géographie avec vous, cher Thomas. Disons, pour le dire vite, que ça se passe autour de Montbéliard, de Besançon, du Jura suisse et de la frontière franco-suisse. On reviendra bien sûr sur cette dimension. Trois jeunes gens, il y a donc les frères et sœurs que sont Thomas et Louise, et puis il y a leur ami d'enfance, Mehdi. Thomas qui revient après avoir échoué dans ses études supérieures pour travailler à l'usine dans laquelle travaillait son père, l'usine Lacombe, le temps d'un été. Mehdi, qui est un saisonnier, qui a lui un peu plus l'habitude de travailler dans cette usine, mais qui est plutôt l'hiver à la montagne et qui se retrouve là dans cet été aussi à travailler à l'usine Lacombe. Et puis il y a Louise qui, elle, est en doctorat de sociologie et qui revient elle aussi dans ce lieu, mais pour y écrire un mémoire, un travail universitaire autour précisément de ces travailleurs transfrontaliers. Et c'est vrai qu'autour à la fois de cette région, je dirais, la fermeture aussi de cette usine, ou en tout cas des problématiques qui tournent autour de cette usine, vous offrez une très grande réflexion sur la fin du monde ouvrier, sur l'héritage social, sur les rêves d'ailleurs et les désillusions, sur les rapports père-fils, sur la question des générations, sur l'amour et l'amitié. Enfin voilà, énormément de thèmes qu'on va pouvoir explorer avec vous. Et puis, bien sûr, je veux dire, des thématiques qui sont incarnées dans des personnages dont on suit le destin et dont on suit d'une certaine manière le passage dans l'âge adulte, puisque ce sont des jeunes gens qui sont en train de quitter parfois douloureusement le monde de l'adolescence pour entrer dans le monde des adultes. Voilà une très petite introduction. Bien sûr, on va évoquer tout ça avec vous plus en détail. Peut-être pour commencer, parce que pour vous présenter aussi je dirais aux lecteurs, ce livre, Les Nuits d'été, est votre deuxième roman publié à l'Olivier. Le premier s'intitule Ostwald. Et c'est vrai que c'était un livre qui avait, on en parlait juste avant de prendre l'antenne, comme on disait jadis, c'était un livre qui avait une dimension comme ça un peu post-apocalyptique, on y reviendra peut-être, mais c'était tout de même un livre dans lequel il y avait déjà en germe des motifs que l'on retrouve dans ce livre-là. Je l'ai dit, le rapport à l'héritage social, la question du monde ouvrier. Peut-être nous dire un mot de la manière dont vous envisagez les continuités, ruptures qui peuvent exister entre ces deux livres et la façon dont, peut-être autour de ces motifs que je viens d'évoquer,
vous travaillez sur des variations, des angles de vue, des manières de l'envisager d'un point de vue littéraire. Oui, bon, merci de m'accueillir. Mais bonsoir à tous. Donc, je vous parle depuis chez moi à Bienne, dans le Jura bernois. Euh, je vais faire un pas de côté pour répondre à cette question parce que je pense que plutôt qu'une continuité entre ces deux livres, c'est peut-être une forme de continuité entre ma vie d'homme et mon travail d'écrivain. L'écrivain et l'homme, ils avancent ensemble. Et de fait, j'étais le même homme, plus ou moins, en écrivant Ostwald et en écrivant Les Nuits d'été. J'ai finalement tracé le même sillon dans le même champ. Ce qui a changé peut-être, c'est des considérations proprement littéraires qui concernent la forme, sur la manière de déployer une fiction, de construire une structure, fictionnelle. Je crois qu'en tout, il y avait Les Nuits d'été parlent peut-être plus précisément de cette question de l'héritage ouvrier. Euh, Peut-être que c'était aussi un texte plus important pour moi, plus capital, plus nécessaire. Parce qu'en fait, ce texte, je l'ai commencé avant d'écrire mon premier roman. Je l'ai commencé quand je travaillais moi-même de nuit dans une usine du Jura bernois, près de Bienne, là où je vis encore. Parce que je suis né à Montbéliard, vous l'avez dit, et je suis arrivé en Suisse pour étudier, il y a maintenant 9 ans. Et comme les études coûtent extrêmement cher, la vie coûte extrêmement cher en Suisse, je travaillais de nuit dans une usine du Jura bernois, à côté de mes études. Donc je l'ai commencé en fait, ce texte, chaque matin quand je rentrais de l'usine en stop, je faisais Sonsbo, Bienne en stop, et j'écrivais pendant 1 heure pour mettre un peu la nuit, la nuit sur papier, et puis repartir un peu pour une journée un peu plus tranquille, quoi. Euh, donc voilà, ce sera la manière que j'aurais de répondre. En fait, c'est un livre que j'écris depuis 7 ou 8 ans. Oui. Alors, on va revenir bien sûr sur cette question de l'héritage ouvrier qui est au cœur du livre. D'abord, peut-être un mot sur ces trois personnages. Je le disais, des gens qui sont à la charnière entre enfance, adolescence et âge adulte, des gens qui sont en train de se construire d'une certaine manière, ou en tout cas qui se projettent vers l'avenir, et qui sont dans une espèce de confrontation comme ça, puisqu'ils sont aussi dans une forme de retour aux sources, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de friction entre des gens qui sont potentiellement tournés vers l'avenir et des jeunes gens qui sont quelque part ramenés aux origines. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un mot de cette friction ou de cette tension entre les deux mouvements finalement des personnages et donc du livre? Oui, c'est-à-dire que c'est un problème qui est posé à chacun de ces personnages, et chacun de ces personnages se pose au fond cette question, rester ou partir, rester ou trahir. Et qu'est-ce que c'est qu'aussi de trahir? Parce que la question pour le personnage de Mehdi, par exemple, trahir son père, ce serait partir. Ce serait refuser la proposition qu'il lui fait. Là, je dévoile juste un tout petit élément, mais ça arrive assez vite du livre. La proposition qu'il lui fait de l'aider à vendre des poulets sur les marchés avec lui. Donc, trahir pour Mehdi, ce serait partir. Mais pour Thomas, la question se pose en miroir, je dirais, puisque trahir ses parents, trahir les désirs de ses parents et les efforts qu'ils ont fait toute leur vie, ce serait justement rester. Puisque Thomas échoue dans ses études au début du livre et n'ose pas le dire à ses parents parce qu'il sait que son père, qui se saignait dans cette usine où maintenant il s'apprête à travailler, où il travaille, euh, il le faisait parce qu'il désirait, il croyait vraiment au, à la possibilité pour ses enfants d'avoir une vie meilleure que la sienne. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, c'est des jeunes de cette époque-là qui ont une vie assez proche de, de la mienne, qui se rendent compte à la fois que c'est plus compliqué que ce qu'on leur avait raconté. Cette histoire d'entrer dans l'âge adulte, bon, ça a été la galère de tout temps. Mais chaque séquence historique a ses spécificités. Et celle-ci, en tout cas, quand il s'agit de trouver un travail, là, c'est un petit peu plus difficile, je ne vous l'apprends pas. Mais ils se rendent compte aussi, pour certains, du caractère illusoire de cette ascension sociale.
mais aussi peut-être ils se rendent compte aussi avec mélancolie euh, du tragique de leur trajectoire sociale, qui est le fait qu'ils ont pas, ils ont glissé dans une autre classe sociale. Partant du monde ouvrier, ils ont fait le lycée général, à la différence de Mehdi, qui a fait le lycée professionnel. Ils n'étaient pas trop mauvais, ils n'étaient pas trop bêtes, quoi. Donc ils sont entrés dans un cycle d'études supérieures, comme je l'ai fait. Et puis arrivé un jour, ils se retrouvent face à leurs amis d'enfance, pour lesquels ils ont encore énormément de tendresse, et ils s'aperçoivent qu'hormis cette tendresse, ils ne partagent plus rien dans leur vie. Et les nuits d'été, c'est l'histoire de ces trois personnages qui tentent de faire vivre leur amour commun et leur tendresse commune, leur amitié commune, très forte, très charnelle, très profonde, euh, malgré, malgré la violence sociale. Voilà. Malgré le fait que leur trajectoire les inviterait plutôt à se séparer, à ne plus jamais se revoir, à se trahir mutuellement. Et en fait, voilà, c'est une sorte de tentative de recréer une communauté chez ces trois personnages, une communauté par la fiction, par le roman, quoi, par une langue, je dirais, puisque c'est un texte qui est écrit à la troisième personne, c'est pas un texte qui est écrit à la première personne, même si ça raconte en partie ma vie. Euh, et je dirais que ce texte, il était aussi important pour moi, puisque ces trois personnages qui se situent toujours les uns par rapport aux autres, hein, c'est pas didactique comme manière de faire, mais ça me permettait toujours un peu ça, voilà. Louise peut se sentir dominée par son professeur de fac ou par son ex-petite amie, mais d'une certaine façon, elle domine son frère. Elle domine Mehdi qui est ouvrier, etc. Ce que je veux dire, c'est que malgré tout ça, malgré le fait aussi que moi-même, j'ai quitté cette communauté ouvrière de mon enfance, j'ai quitté ce monde-là pour me, pour me glisser dans les draps très confortables et très chauds de la petite bourgeoisie intellectuelle. Euh, je voulais, avec ce livre, recréer une communauté par la langue, par une langue unifiée, à la troisième personne, qui raconte les parcours de ces trois personnages. Ils ont des vies extrêmement différentes, mais c'est la même langue qui raconte leur vie. Cette langue, c'est la littérature, cette langue, c'est le roman. C'est tout ce que je peux faire. C'est une forme de pessimisme social. Je sais que ma vie a changé, ma trajectoire a fait que j'ai trahi mes amis d'enfance, je me suis éloigné d'eux et je pourrais jamais revenir. Tout ce que je peux faire, c'est, c'est de la littérature en fait. C'est ce que je fais, c'est mon taf. Voilà. Et ce qui est très beau, parce que vous parlez de réétablir une communauté à l'intérieur de l'espace littéraire, finalement, et cette dimension de communauté, de retour au commun, voire même de réconciliation, on pourrait aussi Mhm. l'envisager à travers les générations, c'est-à-dire que notamment les relations qui existent entre Thomas et son père, là encore, on va laisser au lecteur le soin de découvrir cela, mais c'est aussi quelque chose qui se joue à un endroit de trouver un lieu commun d'une certaine manière ou une forme de communauté. Je dis réconciliation, le mot est peut-être mal choisi, mais cette idée-là, on peut aussi la poser du côté des générations finalement. Oui, et c'est aussi une forme de réconciliation qui passe par l'écrit, qui passe par l'écriture, qui passe par la langue. Euh, oui, bien sûr. Euh, donc voilà pour le père, mais on pourrait aussi dire que la question de la réconciliation entre les générations, elle se pose au sein de l'équipe à l'usine Lacombe, puisque l'usine que je décris, puisque ce texte a aussi une forte dimension documentaire, à la différence de mon précédent livre. Il a une forte dimension documentaire, puisque j'ai été d'une certaine façon un infiltré dans cette usine. Et l'usine que je décris est très clivée entre les gens qui ont mon âge, hein, qui ont, disons, entre 18 et 30 ans, et qui sont pour la plupart des intérimaires. Donc ça raconte voilà, l'histoire d'une usine en Suisse, à la frontière suisse, qui n'emploie quasiment que des intérimaires français. Donc il y a des intérimaires qui sont plutôt jeunes, il y a des fixes, ils sont encore quelques-uns, et là ils sont un peu plus vieux, ils sont un peu plus jeunes que mon père, hein. Ils ont 45, 50 ans. Et là, c'est pas la littérature, c'est pas enfin, si ce n'est ma littérature, ma propre fiction, euh,
qui les fait se réconcilier, c'est une forme d'insurrection de leur conscience, le fait qu'ils se disent, au fond, on nous manipule, l'usine l'usine va fermer, et ils se révoltent contre ça. Ils se révoltent, vous pourrez le voir, si vous l'avez lu, vous l'avez vu, mais d'une manière peut-être un peu illusoire, mais ils se révoltent quand même. C'est des petites choses. Mais au moins, oui, ils font communauté d'une manière très contextuelle, très neuve. Parce que moi, en tant qu'enfant d'ouvrier, et en tant que, même si j'étais étudiant en lettres, alors j'avais une porte de sortie, je ne vais pas dire que j'ai été ouvrier. J'ai travaillé dans cette usine, je suis un ami d'ouvrier. Voilà. Euh, une chose qui peut m'exaspérer, c'est le fétichisme qu'une bonne partie de la gauche a pour l'usine et son imaginaire, les grandes grèves de 36, etc. C'est des choses importantes dans notre histoire, mais c'est plus comme ça aujourd'hui. C'est plus en faisant une grande grève générale que les ouvriers vont se lever, etc., et qui vont se réapproprier leur vie, etc. Peut-être que c'est autrement. En tout cas, ils peuvent peut-être trouver d'autres manières de reprendre un peu possession de leur vie. Et je voulais être au plus près d'eux, au plus près de leurs déceptions, au plus près de leurs aspirations peut-être, et puis me dire que s'il y avait une révolte, il fallait que ce soit ce soit pas une révolte très spectaculaire. Mais voilà, à la fin, ils se révoltent tout de même, je crois. Peut-être quelque chose aussi par rapport à cette idée aussi de l'usine et de l'évolution finalement du monde ouvrier. Ce que vous décrivez, c'est la façon dont Thomas arrive aussi dans cette usine, la manière dont il découvre un nouveau mode de production finalement, appelé justement notamment par une demande de productivité permanente, etc. Et ce qui est très touchant et très beau, c'est que finalement, c'est là encore une confrontation entre le regard qu'avait le regard d'enfant que portait Thomas sur son père, sur l'usine en tant que telle, sur ce qui est presque un mythe de l'usine, ce que vous venez d'évoquer à l'instant, et ce que découvre Thomas lorsqu'il y entre véritablement. Les ouvriers deviennent des agents de production. Voilà, il y a quelque chose qui est aussi un hiatus par rapport à l'image qu'il en avait et la réalité qu'il découvre. Et ça, c'est à la fois une dimension intime et une dimension politique, sociale, du contemporain par rapport au passé. Il y a vraiment ces deux dimensions-là. Oui, et c'est aussi, puisqu'on parle de littérature, c'est aussi une dimension littéraire, puisque cette première page des Nuits d'été est une réécriture d'une certaine façon de la première page de l'Établi de Robert Linhart. Il se passe à peu près les mêmes choses, et c'est-à-dire que quand Robert Linhart il arrive dans son usine, c'est Citroën, je crois, en 1969, il raconte qu'il s'attendait justement à voir l'usine des temps modernes de Chaplin. Et en fait, il voit déjà autre chose. Et ce que s'attend à voir Thomas en rentrant, c'est à la fois l'usine de Chaplin, mais aussi l'usine de Linhart. Et c'est pas ça que même là, il y a encore eu quelque chose. Voilà, c'était c'est des, comment dire, c'est des traditions littéraires, politiques, esthétiques, philosophiques qui m'habitent. Je trouve que Robert Linhart a écrit son seul roman est un roman fabuleux, L'Établi. Mais par contre, c'est aussi un roman assez inactuel à plein d'égards. L'usine qu'il décrit n'existe plus ainsi. La classe ouvrière qu'il décrit n'est plus la même. Euh, voilà, donc pour moi, c'était aussi tout un travail d'actualisation de cet imaginaire. De cet imaginaire par la littérature, quoi. C'est aussi trouver les moyens de décrire cette usine-là. Parce que comment dire, c'était pour moi très difficile. Je suis écrivain, donc pour le coup, je lis des livres et puis j'ai tendance à peut-être à rechercher du beau, à rechercher une belle langue, à rechercher des images. Alors que comment est-ce qu'on va décrire un univers où tout est blanc, sous une lumière de néon, on voit rien de dehors parce que c'est la pleine nuit. Les corps sont fatigués, les gens se taisent et on fait les mêmes gestes à longueur de nuit, comme ça.
tous les jours, toutes les nuits. Et ensuite, on rentre chez soi et on boit une bière à 7h30 du matin. Et on s'effondre et on se réveille juste avant que le supermarché ferme pour pouvoir aller s'acheter un sandwich au thon ou au pain de mie avant de repartir à l'usine en stop et de retravailler. Voilà. Donc, il fallait trouver une manière littéraire de le faire qui ne soit pas une injure euh, aux, euh, à mes proches qui travaillent en usine et puis qui vivent ça, c'est-à-dire ce que j'appelle injure, ce serait arriver avec une langue bourgeoise, une langue belle et pleine et scolaire, quoi, une langue qu'on va qualifier de littéraire, je dirais, pour décrire ça, quoi. Il fallait j'ai une langue que j'appauvrisse d'une certaine façon ma langue. J'aime pas ça parce que c'est pas un problème d'être pauvre, mais voilà, d'appauvrir un peu la langue, de jouer sur des répétitions pour donner à sentir ce que c'est que d'être dans cette usine. Pas simplement la décrire, mais l'écrire. Oui, et d'ailleurs, vous parlez de cette première page. La première phrase fait référence non pas à une description, non pas à des lieux, non pas à une exposition, mais au contraire à une sensation qui est l'odeur. Et ce passage par la sensation, c'est aussi sans doute un mode pour vous qui évite le surplomb, qui Bien évite sûr. peut-être l'esthétisation dont vous parlez. C'était aussi une manière d'entrer du côté. Vous avez parlé des corps, c'est un livre de corps aussi, de corps qui souffrent, mais parfois de corps qui exultent aussi. Ouais. Mais voilà, ça passe par le corps, la sensation à ce lieu-là. Oui, ça me permet de. C'est quelque chose que j'avais quand même déjà exploré avec mon dernier livre. J'avais peut-être exploré de manière encore plus radicale, je pense, dans mon premier livre, où c'était comme si les psychologies ou si l'intériorité de mon narrateur s'était complètement absentée. C'est comme si son état ne pouvait plus se décrire qu'à travers des sensations ou à travers la description. Là, c'est pas le cas quand même. C'est pas le cas dans Les Nuits d'été. Là, il y a beaucoup de place pour les émotions et l'intériorité de mes personnages. Ils tentent de les exprimer, mais comment dire? Moi, je suis pas sociologue, je suis pas anthropologue, même si j'ai un peu étudié tout ça. Bien sûr, j'ai des notions. Hein. J'ai un master en sciences humaines, j'ai fait mon master en sociologie de la littérature. Bien sûr que j'ai ces clés-là, mais moi, je suis surtout romancier et donc je parle des choses, je parle des gens. Et donc, je pars des sensations, je pars du sensible. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Je pars du sensible. Et pour moi, c'est. Mon premier livre commençait par une question. C'était comment ça meurt une ville? Quand j'ai commencé mon deuxième livre, j'ai fait bon, c'est un peu scolaire. C'est comme ça qu'on commence une dissertation, on pose une question et après on passe des pages à y répondre. Maintenant, je suis romancier. Je crois que j'ai appris à écrire avec mon premier livre. On va commencer, comme on dit, in medias res, et commencer directement par les sensations. Il y a, comment dire, un roman, c'est pas une dialectique, c'est pas une dialectique des idées qui s'instaure, c'est une dialectique des matières, des choses, des corps, des sons, de choses sensibles. Et avec mes personnages, je me confronte à mon propre corps, au corps de mes amis, au corps de mon père. Je me confronte aux univers extrêmement différents que je traverse. Parce que c'est pas la même chose. Là, vous voyez qu'une toute petite partie de mon salon, mais je vis pas dans un endroit désagréable. Et donc voilà, beaucoup de, ouais, c'est ça, instaurer ce dialogue permanent entre les choses, le mettre en scène, déposer des choses, les situer entre elles. C'est comme ça que je fais. J'élabore pas d'autres discours. Justement, il faut peut-être qu'on parle aussi d'un personnage qui est hyper important dans le livre, dont on n'a pas encore vraiment parlé, qui est le personnage de Louise, puisque justement, il me semble qu'elle reflète, qu'elle symbolise aussi le rapport à l'écriture et la manière dont on rend compte des choses. Elle travaille effectivement sur, disons, une recherche universitaire. Elle est là pour essayer de recueillir des témoignages, de s'entretenir avec, d'ailleurs, notamment Mehdi et d'autres. Et se pose pour elle la question de l'écriture, de la manière dont Ouais. on rend compte, alors évidemment avec les codes universitaires qui sont les siens, mais ça va chercher évidemment plus loin que cela.
peut-être vous pouvez nous parler de Louise, de cette position qui est la sienne, et surtout de cette donnée, me semble-t-il, de l'écriture. C'est un personnage qui écrit. C'est central, le fait que ce soit un personnage qui écrit, puisque il y a un petit piège peut-être qui est tendu au lecteur dans ce texte, c'est qu'il y a un personnage qui s'appelle Thomas. Et on commence avec Thomas, comme ça. Mais il y a un personnage qui écrit et qui n'est pas Thomas, qui est sa sœur jumelle, qui est Louise. Donc c'est le revers et l'avers d'une même médaille qu'on pourrait considérer comme être l'avatar de l'auteur. Et en jouant entre ces deux-là, je peux regarder un personnage primordial qui est Mehdi. Puisqu'au départ, je voulais parler de Mehdi. Je voulais raconter l'histoire de ce Mehdi qui est une synthèse de tous mes amis, dont certains sont disparus, certains sont morts. Et le fait que ce personnage écrive me le permet, puisque grâce à Louise, je peux me poser la question de la langue, de la langue des gens que j'observe, que je mets en scène. Je peux me poser la question de leur milieu social, mais tout en me situant, c'est-à-dire que je suis pas ouvrier, je suis écrivain. Et donc, je peux pas simplement faire le roman pour moi, je pouvais pas simplement faire le roman de Mehdi au premier degré. Ne pas mettre en scène d'une certaine façon le point de vue que je peux avoir, l'endroit d'où j'écris. J'y crois ça, politiquement et poétiquement, qu'il faut avoir l'honnêteté de dire d'où on parle. Et que si ça nous est peut-être complètement étranger, en tant qu'écrivain, je me pose la question de la nécessité d'écrire ce texte, si ce que je décris m'est complètement étranger. C'est pas un principe que j'applique à toute la littérature, c'est un principe que j'applique uniquement à moi-même. C'est parce que j'ai 29 ans et que je désire être juste. C'est uniquement pour ça. Je désire pour moi-même être juste et les autres font ce qu'ils veulent. Mais voilà, Louise me permet de me situer. Voilà, c'est une enfant d'ouvrier qui écrit. Elle a un master comme moi, elle entre en doctorat et elle doit écrire sur son milieu d'enfance. Et elle se pose des questions que je me posais, moi, et qui m'ont empêché d'écrire pendant 5 ou 6 ans. Et ça m'a débloqué de pouvoir mettre ça en scène, c'est-à-dire qui je suis pour observer, qui je suis pour faire un livre avec ça. Et en plus, j'étais payé pour faire ça à ce moment-là, puisque j'avais reçu une bourse d'une fondation privée, et je me retrouvais dans une situation très particulière, qui était au fond de dépenser l'argent qui m'avait été accordé par les largesses d'un ou d'une milliardaire que je ne connais pas, pour écrire des histoires de pauvres. C'est comme ça que fonctionne le mécénat. Et donc, pour le coup, je me pose aussi des questions que se pose Louise. Voilà, elle est payée par l'université pour observer ceux avec qui elle a grandi et qu'elle doit, comment dire, qu'elle doit s'étranger, qu'elle doit rendre étranger un peu à elle, alors qu'ils ont constitué la plupart de sa vie la norme absolue. C'est son père, c'est son frère, c'est son amant. Et c'est compliqué, quoi, d'écrire d'écrire à partir de là. Donc, grâce à Louise, en mettant en scène Louise qui ne parvient pas à écrire, je parviens moi-même à écrire. Voilà. Ce qui est intéressant avec Louise aussi, il me semble que c'est une donnée du livre, c'est que Louise, elle est, encore une fois, votre livre n'est évidemment pas un exposé sociologique, mais chaque personnage est à un endroit aussi de la réalité du présent. Et il me semble que Louise, de par aussi la manière dont elle envisage ce rapport, bien sûr, au sujet de son étude, mais au fait même d'être étudiante, elle cherche un sens à sa vie. Lorsqu'elle va faire, par exemple, la cueillette, il y a quelque chose qui se joue à un autre endroit. Alors, vous disiez tout à l'heure, vous aviez rejoint les draps confortables de la petite bourgeoisie intellectuelle, mais il y a un côté aussi, comment dire, intello précaire, comme on dit aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que Louise, elle est quelqu'un qui a aussi un problème d'inscription dans la vie, dans le sens de son existence, d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Oui, oui. Et je pense que moi, aujourd'hui, je considère que c'est cette précarité économique
Existentielle aussi, parce que être né en 1991, c'est se préparer à une vie sous le signe de la précarité existentielle, quoi. C'est un peu nos futurs, quoi. Et donc, oui, oui, ça m'a permis de mettre ça en scène aussi, oui, oui, sans nul doute. Ensuite, pourquoi est-ce qu'elle part dans ses champs de tabac? Elle s'emmerde aussi, tout simplement. Elle est là, elle a besoin de se distraire. En fait, elle est face à l'échec de son écriture. Elle n'arrive pas à se remettre à écrire. Elle se dit tous les étés, je vais cueillir du tabac dans les champs de tabac du Jura suisse. Et, bon, bah, je vais le faire, ce sera toujours mieux que de rien faire. C'est pas une bonne solution, ça, le lecteur le voit assez vite, mais oui. Quand même, il faut qu'on redise un petit mot, parce que vous avez évoqué le père de Mehdi avec effectivement la rôtisserie sur les parkings, sur les marchés. Il y a le père aussi de Thomas. Euh, c'est aussi un livre qui dit les silences. On a parlé de la difficulté à écrire, la difficulté d'une certaine manière à trouver les mots pour Louise. Et il y a aussi cette idée de savoir comment trouver les mots entre les pères et les fils. On pourrait presque dire d'ailleurs que le fait de trouver les mots est vraiment une sorte de dynamique du livre pour Louise, pour vous, d'une certaine manière, et à l'intérieur du roman, des personnages entre eux, et notamment entre les pères et les fils. Oui, entre les pères et les fils, mais en fait entre tous, puisque aussi entre le chef d'atelier et ses ouvriers, il ne sait pas comment leur annoncer cuisine ferme, ou entre Louise qui tente d'interviewer Mehdi. Moi, c'est la scène qui compte le plus à mes yeux, je crois. C'est comment est-ce qu'on se met en position d'interviewer un proche. Moi, je l'ai fait. Comment on fait ça? Oui, et comment est-ce qu'on... Comment dire? Comment est-ce qu'on... quand on a un père ou une mère ouvrier et ouvrière, et quand justement on a des aspirations comme ça, littéraires ou autre chose, qu'on est juste balancé par le monde et puis qu'on va faire des études, il arrive forcément un moment, et ça, franchement, j'invente pas la poudre en le disant, c'est très documenté, c'est très raconté. J'étais à la radio il y a quelques jours, je parlais d'Annie Ernaux. Il arrive un moment où on s'extirpe, où on fait rupture avec son milieu d'origine de manière très violente. Et je crois qu'ensuite, les années qui suivent, on tente de réparer ça. On tente de redire l'amour à ses parents, combien on les aime et combien on les respecte, et combien on est de leur côté, et que c'est les autres qui leur ont fait du mal, les méchants, pas eux. Et je pense que Thomas, je pense que Louise, tout ça, ils essayent de faire ça. Ils essayent de dire à leur père, je ne pense pas comme toi, on ne se comprend pas, mais on s'aime. Et, et c'est très compliqué. Ouais, c'est très compliqué parce que c'est aussi avant tout une histoire de langue et d'imaginaire. Ouais. Peut-être quand même dire un mot, puisque vous évoquez Annie Ernaux, et il y a évidemment la question d'une forme d'écriture sociologique, ou en tout cas la question de l'origine, de la honte Mhm. sociale, de ces dimensions-là. Vous avez parlé de Robert Linhart, donc l'établi que vous citez en ouverture du livre. On pourrait peut-être ajouter les écrivains de l'usine des années 80-90 que sont Kaplan, Ouais, bien François sûr. Bon, des gens comme ça. Enfin, moi, c'est Yes. voilà, on Kaplan, c'est pourrait quelque chose. rajouter Didier Héribon et son retour à Reims. Bien sûr. Voilà, on sent qu'il y a aussi comme ça une constellation d'écrivains, la volonté de s'inscrire aussi à, à l'aune, enfin à l'ombre de ces grands noms, ces livres qu'on comptait. Vous pouvez peut-être nous dire un petit Ou mot alors de de monter sur leurs épaules pour utiliser cette image très ancienne. C'est des géants pour moi. Et c'est des, comment dire, c'est en les lisant que j'ai compris aussi combien est-ce que je pouvais utiliser la littérature, parce qu'on a parlé de sociologie et tout ça, mais moi, mon désir avant tout, c'était un désir de roman, c'était un désir de romanesque, c'était raconter justement des corps qui s'éloignent ou qui se confrontent, raconter aussi une histoire d'amour, parce qu'il y a une histoire d'amour qui est centrale dans ce texte, et c'est une histoire qui m'a, alors que j'écrivais, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait, ému aux larmes. J'ai terminé ce texte dans une chambre d'hôtel et j'étais dévasté.
Donc voilà, tel était mon désir de roman. C'est un désir de fiction, un désir de roman. En cela, je m'éloigne un peu de ces figures tutélaires, hein, puisque ce pas des écrivains de fiction en vérité. Ces écrivains, c'est des gens qui écrivent sur eux ou sur le monde, comme ça, mais avec d'autres outils que la fiction. Mais moi, je crois que moi, j'utilise la fiction à l'endroit où l'autobiographie ou l'anthropologie, qui sont un peu les deux choses que je peux manier, font aporie. Là où je m'aperçois que ce serait bien d'inventer une structure fictionnelle avec des personnages pour pouvoir explorer, tourner autour d'une question, tourner autour d'un trou noir, d'un vide. Et c'est ce que j'ai fait dans les nuits d'été, autour de cette chose dont je parlais, cette histoire de communauté. Je voulais plutôt que de raconter une énième histoire de transfuge. J'aurais peut-être pas mal fait d'ailleurs, hein, mais ça aurait changé quoi par rapport à Édouard Louis, si ce n'est que c'était à la frontière suisse, quoi. Bon. Donc pour le coup, je me suis dit, je vais utiliser la fiction pour raconter une tentative de réconciliation. Et les romans, ça va pas être différent de la vie. Des fois, ça marche, mais c'est pas spectaculaire. Bon, mais c'est ça, ça n'empêche que c'est fort et touchant. Voilà ce que j'ai tenté de faire. Et c'est pas rien, hein, de s'émouvoir avec sa propre trajectoire sociale, en faisant le récit de sa propre trajectoire sociale. Voilà, moi j'ai presque 30 ans et je pense qu'avec ce livre, je suis un homme réconcilié avec mes amis, avec mes proches et avec ce petit bout de France que j'ai pas beaucoup aimé. Ouais, parce que je vais passer ensuite à quelques questions qui ont été faites par les lecteurs, mais juste pour poursuivre sur la manière dont le roman aussi inscrit une sorte de, non pas de légende, mais en tout cas une manière de réécrire, de revisiter. Il y a aussi la question des lieux, parce qu'on a parlé de l'usine, cette espèce de bête qui est placée là au milieu des paysages, mais il y a aussi les paysages, la forêt, le vent, les motos, les montagnes. Il y a presque une espèce de géographie intime là-dedans Oui, qui a lieu à l'intérieur du livre. c'est le mot. C'est une géographie intime puisque c'est une géographie moitié fictionnelle, moitié réelle. Voilà. La combe n'existe pas vraiment. Enfin, la combe, c'est beaucoup de bled dans le Jura, puisque une combe, c'est un trou, quoi. Donc, voilà, le quartier des Verrières existe vraiment. Enfin, c'est un lieu-dit, c'est là où j'ai grandi. C'était pas le nom du quartier, mais on l'appelait les Verrières. Bon, voilà, c'est un territoire intime, et mon territoire intime, à moi, il est transfrontalier. Je vis dans le Jura bernois, un endroit où on parle allemand. Mais en fait, j'habite à moins de 100 km de là où je suis né. Mes grands-parents habitaient dans le Jura, mes parents dans le Doubs. En fait, je traversais systématiquement cette frontière et je la traverse encore systématiquement quand il n'y a pas, quand il y a pas de virus qui m'empêche de la franchir. Et donc, c'était très important pour moi d'avoir des personnages qui circulent comme ça et qui se perdent et qui s'oublient aussi dans cette circulation, parce que c'est un texte où les personnages font beaucoup de motos. Je crois que là, le roman est utile parce que si je décrivais ma vie, je ne pourrais pas décrire des gens qui font de la moto très vite sur les routes, tout simplement parce que je n'ai pas le permis. Et au moins, en écrivant un livre, je peux faire avec mes personnages quelque chose que j'ai très, très envie de faire, c'est faire de la moto très vite sur cette autoroute-là, que j'ai beaucoup trop fréquentée et que je traverse toujours trop lentement. Le livre comme moto, Ouais, finalement, hein, voilà, comme c'est ça. véhicule. Voilà, comme véhicule, c'est parfait. Voilà. Euh, Juste, je vous pose cette petite question parce que ça va dans le sens. C'est une participante qui dit, je pense, en réaction à ce que vous évoquiez sur votre expérience personnelle de l'usine et de la manière dont vous l'avez aussi peut-être consigné dans ces petits carnets du Mhm. matin. La question est de savoir si, selon vous, on écrit à partir de ce que l'on connaît vraiment, ce rapport à une chose soit vécue, soit proche, euh, est-il selon vous nécessaire, y compris pour aller vers une forme romanesque, hein, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Oui, encore une fois,
je suis romancier, mon but n'est pas d'écrire une poétique. Donc, ou oui, d'écrire, de prescrire, voilà. En tout cas, c'était nécessaire pour moi et pour ce livre. Mais mon premier livre racontait l'histoire de l'incident, d'un incident à la centrale nucléaire de Fessenheim. Donc, je dois vous dire que c'est jamais arrivé, hein. On est tous au courant de ça. Donc, moi, je suis un écrivain de fiction. J'ai un goût pour un goût pour la fiction, mais c'est une tautologie de dire qu'on écrit avec notre vécu, quoi. Mais moi, en tout cas, c'était important pour ce livre-là de me fonder sur mon expérience. Ouais. Pour être juste. C'est-à-dire ne pas être injuste avec mes proches. C'était ça, être juste pour moi. Justement, peut-être une autre question d'une lectrice qui s'appelle Fabienne, qui demande comment votre entourage proche, ouvrier, entre guillemets, hein, Oui, a-t-il entre guillemets. accueilli le livre? C'est une question que les lecteurs peuvent se poser. Est-il lu? Est-il accepté? Est-il, enfin, peut-être nous Ouais. dire un mot de cela? Ouais, ouais, il a accepté, c'est clair. Ouais, ouais. Euh, oui, oui. Oui, il n'y a pas de problème. J'ai pas reçu de menace. De toute façon, je dis rien de mauvais pour eux, hein. J'ai même changé les noms aussi pour ça. L'usine s'appelle La Combe aussi parce que je voulais pas emmerder les anciens collègues. Je voulais être sûr, ils sont tordus là-bas. Enfin, je disais, on sait jamais. On sait vraiment jamais. Moi, je n'ai pas envie de. Même si c'est dérisoire parce que les livres sont, à mon avis, pas lus par mon directeur des ressources humaines, quoi. Mais oui, il a surtout été très bien reçu par les gens très proches de moi, dont mon propre père. Voilà, la relation père-fils est importante dans ce livre. Euh, mais il lui est dédié d'une certaine façon, puisque j'écris quelque chose sur lui dans les remerciements. Et je dis pas quoi, parce que je pense que les remerciements, le paratexte fait aussi partie du texte, et je l'ai écrit pour qu'il soit lu à la fin. Euh, Pas comme préambule, mais à la fin. Et oui. Et d'ailleurs, il a relu des versions antérieures à la publication, parce que moi, ça faisait des années que je n'étais pas allé à l'usine. Et lui, il avait travaillé dans des usines à peu près similaires comme frontalier. Et surtout, il avait visité cette usine-là. Il connaissait des gens qui y travaillaient. Et donc, je lui ai fait lire les passages qui parlaient strictement de l'usine en disant, Papa, dis-moi si je dis des conneries, quoi. Si c'est vraiment n'importe quoi. Puis là, en fait, peut-être qu'il n'a pas osé me le dire. Mais en tout cas, a priori, ça allait. Est-ce qu'on entend quand même très fort et à plusieurs endroits dans votre discussion, dans votre manière de parler de votre livre, c'est la manière dont vous avez vraiment envisagé aussi l'écriture comme un endroit où il devait y avoir à la fois, vous dites, de la justesse, mais finalement une forme d'éthique et presque une forme d'éthique, une éthique littéraire, mais une éthique peut-être intime et personnelle, mais presque une éthique politique, on peut dire. Oui, le problème est que je pense pas qu'on puisse être un écrivain de fiction et écrire sur ce que j'ai tenté d'écrire en étant éthique. Parce que, en fait, on donne pas la parole aux gens dans un roman de fiction. On invente leurs mots. Et donc, toute la question à partir de là était de ne pas les écraser sous le poids de mon prestige symbolique ou de ne pas rejouer les mécanismes de domination au sein du livre, autant que faire se peut. Parce que ça, bien sûr, enfin, il y a des choses qui m'échappent. J'espère le moins possible, mais tout de même, j'avais, j'avais envie de leur dire par ce livre, j'ai beau ne plus être vraiment avec vous, je ferai tous les efforts qui me sont possibles pour rester dans votre camp. Voilà, une éthique personnelle et une éthique politique. Être dans leur camp, c'est être leurs alliés dans les causes qu'ils se sont choisies, pas les écraser du poids de ma culture ou de mes connaissances de stratège, que sais-je. Voilà.
avant d'écrire, je les ai écoutés, j'ai vécu avec eux et je vis encore avec eux. C'est ce que je tente de faire. C'est pas dit que je réussisse, mais j'ai pas l'impression que j'ai complètement raté mon coup. Mais voilà. Encore une petite chose, il y a plusieurs lecteurs qui évoquent la place de la musique dans votre livre et Mm. qui ont remarqué la guitare Ah posée merde, sur oui, votre, ouais, c'était pas mis en scène. votre canapé. Ils sont attentifs, vous voyez. Et peut-être en particulier la question du rap. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à la fois peut-être bon, sur votre goût de la musique personnelle qui est une chose, mais peut-être sur le rapport au rythme, à la scansion, qui fait Mm. évidemment référence à l'usine, mais aussi à une forme à la question du langage, au sens premier du terme, en fait. Ouais, et là, je pense que c'est un des plaisirs au premier degré que j'ai de la littérature. Parce qu'on n'écrit pas pour dire quelque chose, on écrit d'abord parce qu'on aime écrire, je dirais. Et moi, un de mes grands plaisirs, c'est de faire sonner des phrases. C'est de travailler cette patte, travailler la matière de la langue. Et avant d'écrire des romans, j'écrivais des textes pour la scène que je lisais moi-même. C'est comme ça que j'ai abordé l'écriture, par le son, par le son des mots, par la matière sonore. Et mon premier livre, je l'ai retravaillé en le lisant à voix haute, en m'enregistrant et en me réécoutant comme un joueur revoit un match de foot. Et quand j'étais trop gêné, je me disais non, là, ça va pas. Si ça sonne, c'est que c'est que c'est pas lisible. J'ai pas fait ça avec ce livre, mais le rythme était quand même parce que peut-être avec Oswald, j'ai appris à travailler le rythme sans passer par le vocal. Mais oui, c'est primordial. Alors, quel rôle a le rap là-dedans? C'est pas un rôle direct. Euh, le rap, c'était mes premières émotions poétiques. J'ai dit dans une interview qu'avant Rimbaud, il y a eu Booba. Ça, c'est, ça, c'est vrai. C'était quelque chose d'important pour l'adolescent que j'ai été. C'est redevenu important avec pour l'adulte que je suis, le rap. Mais ça, c'est personnel et au fond, c'est pas très important. Ce qui est sans doute très important, c'est pourquoi est-ce que j'ai mis du rap dans ce texte. C'était en lien avec ce que je disais avant. C'est-à-dire que quand on est romancier, on ne peut pas laisser la parole aux autres dans son livre. En tout cas, moi, je n'arrive pas à le faire. Voilà, j'arrive pas à trouver un dispositif qui permette cela. Peut-être qu'un jour, j'y arriverai. Mais je pense que le rap, c'est aujourd'hui c'est très écouté, hein. C'est plus écouté que jamais. Et c'est aujourd'hui un moyen qu'on a d'accéder à la parole populaire dans sa matière, dans sa, dans sa, dans sa violence ou alors dans sa douceur, ou peu importe. Mais en tout cas, moi, je me disais, ah ben voilà, j'arrive pas à donner la parole à des gens dans mon livre parce que c'est un roman, mais je vais intercaler des paroles de rappeurs, quoi. Parce que c'est aussi des choses, comment dire, justement aussi Annie Ernaux qui dit que la musique populaire, c'est une manière incroyable de synchroniser émotionnellement toute une génération. Et en vérité, cette musique, elle me provoque des émotions extrêmement fortes, comme elle provoque des émotions extrêmement fortes pour des amis très proches qui ne partagent en rien mon univers social. Et c'était très important pour cela. Mais voilà, la guitare, je m'en sers pour des lectures. J'ai lu des extraits de ce livre. Ça a été un peu coupé puisque, comme tout le monde, je suis confiné, mais comme c'est un texte qui parle de la relation du corps et de l'esprit aux machines, il fallait que je fasse une lecture avec des machines. Donc, je l'ai lu avec mon sampler et ma guitare. C'était très difficile parfois de bidouiller les choses en lisant, mais il fallait que je le fasse comme ça, quoi. Ouais. J'ai un petit mot d'une lectrice qui n'est pas véritablement une question, mais plus une remarque, disant que voilà, elle a été très émue par à la fois la description du monde de l'adolescence ou de la post-adolescence, et en même temps de ces adultes qui sont encore d'une certaine manière, à certains égards, des adolescents eux-mêmes, ou en tout cas
peut-être des personnages qui cherchent aussi encore des trajectoires. Est-ce que vous diriez cela? Peut-être. En tout cas, il y a des personnages secondaires, un personnage trop peut-être, enfin que j'ai tenté dans certaines versions de rendre plus visible, mais ça fonctionnait plus trop dans l'économie du roman. Malheureusement, ça arrive en tant que romancier, on a des personnages très présents et qu'on doit diminuer pour des questions, oui, d'économie du roman, qui était le personnage de la daronne, qui est un personnage assez, comment dire, assez lutin, quoi. Je sais pas comment dire, mais assez spontané, quoi. Assez marrant, en fait. Et donc, oui. Mais en fait, si je regarde par exemple le parcours de mon père, il n'a pas choisi de toujours remettre un peu sa vie sur l'établi. Il a été poussé, mon grand-père aussi. Tous mes proches. Et donc, est-ce que ça leur... C'est une chance. Par exemple, mon père, je pense que ça le garde jeune. Certains, ça les fait vieillir. Au contraire. Je pense que, voilà. Encore une ou deux questions avant de se séparer. Euh, j'ai une question sur le rapport à la nuit. Bon, évidemment, c'est une donnée très forte du livre. L'aspect nocturne et ce qui va avec dans l'écriture, j'ai envie de dire, dans l'ambiance, dans le choix des mots, dans la... Mhm. Peut-être vous pouvez nous parler de cela. Il y a peut-être une forme de fascination que je m'explique assez peu. D'abord, euh, pour cela, enfin, je viens aussi d'un endroit où la nuit est assez particulière. Euh, d'un, j'ai le mur du Jura en face de chez moi. J'ai vraiment un mur d'obscurité à chaque fois que la nuit tombe. Euh, j'ai vécu beaucoup la nuit quand j'étais ouvrier ou quand j'étais étudiant. Bien sûr, moi. Voilà, il y avait d'abord l'idée d'écrire sur le travail de nuit. Et dès lors qu'on commence à tenter de bâtir des images, de bâtir des phrases, des poèmes autour de cela, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'avant d'écrire les nuits d'été, j'ai publié un petit texte à compte d'auteur qui s'appelait Herbier d'usine. Quand je dis à compte d'auteur, c'est-à-dire que je l'ai imprimé moi-même avec des amis, on l'a distribué sous le manteau, pardon. Voilà, et qui était ces textes que j'avais écrits au matin, en rentrant de l'atelier, sous forme de poèmes, comme ça, un herbier. Voilà. Et ensuite, l'idée est de tisser tout un rhizome d'images nocturnes dans ce texte. Voilà, parce que enfin, c'est puissant, la nuit. C'est une image puissante et ouais, c'est ça. Et c'est la nuit, comment dire. Moi, j'avais l'idée aussi, il y a la nuit dans laquelle on travaille, mais aussi la nuit dans laquelle on se repose, ou celle pendant laquelle les corps exultent. Il y a la fête aussi la nuit. Les gens font l'amour aussi la nuit. Mais c'est aussi ce que Rancière a appelé enfin, quand Rancière écrit La nuit des prolétaires, la nuit, c'est pas uniquement la nuit entre le coucher et le lever du soleil, c'est aussi la nuit dans laquelle la société les met, quoi. C'est aussi la nuit des marges. Et c'est l'histoire de gens qui sont mis à la marge de la société. Et le personnage de Mehdi voit aussi comme ça sa nuit, et le père aussi. Pour lui, il dit, pour moi, c'était tout le temps la nuit. Euh, et Mehdi craint pour l'avenir, il craint que les gens comme lui soient d'année en année relégués de plus en plus dans les angles morts du monde, qui sont aussi une forme de nuit. Ils ont peur Je d'être prolonge, astreints la nuit. Voilà. je prolonge juste la question en quelques mots et puis ensuite j'aurai vraiment encore deux, trois questions avant qu'on ne se sépare, mais il me semble qu'il est peut-être intéressant de revenir aussi au titre parce que
Les nuits d'été est un paradigme, comme on dit aujourd'hui, qui a plutôt de la douceur, qui fait Mhm. appel à quelque chose qui a une forme de, oui, je dirais, de douceur, de rapport à une forme de chaleur, de bien-être, si j'ose dire. Et en même temps, on pourrait dire que ça n'est pas forcément un symbole de ce qui se produit dans le livre. Et en même temps, ce livre, il est traversé par de la lumière, par une forme Oui, de beauté du monde et de douceur dans le rapport aux autres. C'est oui, ça que bien ça sûr. dit aussi, ces nuits d'été. Oui, bien sûr. Pour moi, pour moi, c'est un texte incandescent. C'est comme ça que je voulais l'écrire. C'est un texte où les relations entre les êtres sont portées à un point d'incandescence, hein. Ils s'aiment incroyablement. Je veux dire, ces trois personnages, ils s'aiment vraiment très fort. À mon avis, Louise est autant amoureuse de Mehdi que de Thomas. Thomas est autant amoureux de Louise que de Mehdi. Enfin, ils sont amoureux, les trois. Et je voulais raconter ça parce que c'était, c'est des choses qui sont peu mises en scène par rapport à la jeunesse populaire. Et puis on prend un personnage comme Mehdi, l'image médiatique du jeune homme racisé de milieu populaire, c'est pas celle-là, hein. C'est une image menaçante, une image ignorante. Alors que c'est pas le cas de mon Mehdi, c'est pas le cas de mes amis, c'est pas le cas des gens que j'ai connus. Et je voulais écrire comme je les vois, c'est-à-dire comme je les aime. Mais oui, il y a cette sorte de polysémie, elle se joue à plein d'endroits, hein, entre les nuits, genre cette douceur, la douceur de l'image et le fait que ça décrit complètement. C'est des gens, ils travaillent la nuit et puis c'est l'été, quoi. C'est très simple, c'est très descriptif en fait, mais ça ne l'est pas. Et c'est aussi le titre d'une pièce de Berlioz. Et pour moi, c'était assez important, parce que moi, je ne suis pas un féru de musique classique, hein. Mais moi, c'était amusant pour moi d'emprunter le titre à Berlioz. Ce disque, enfin, cette pièce joue un petit rôle, pas qu'un petit dans le texte, mais en tout cas, il apparaît. C'était amusant pour moi d'avoir ce titre assez bourgeois, finalement, assez collection blanche, qui cite un texte, une pièce de Berlioz, comme ça. Alors que c'est un texte dur qui parle du monde ouvrier en Franche-Comté, et dans lequel la seule musique qui apparaît, à défaut de Berlioz une fois, à part Berlioz, c'est du rap français. Voilà, moi, ça me plaisait, cette idée. Et je crois qu'il y a une demande de prise de parole, un lecteur, une lectrice qui souhaite vous poser une petite question, vous dire un mot. Donc, je vais on va Ouais, tout de suite lui donner avec la parole. plaisir, avec plaisir. On vous écoute. Il faudrait que vous réactiviez votre micro. Ouais. Hmm. La personne qui souhaitait prendre la parole, il faudrait que vous réactiviez votre micro, qui ne l'est pas pour l'instant. Bon, bah écoutez, je vais peut-être prolonger par une petite question qui m'était posée et qui va dans la foulée de ce que vous disiez à l'instant sur les trois personnages, parce qu'il y a une lectrice qui me demande si le fait d'écrire un personnage féminin a été à un moment quelque chose de particulier pour vous. Est-ce que ça présente, d'un point de vue littéraire, d'un point de vue, encore une fois, peut-être de l'éthique du regard ou du Hmm. positionnement, quelque chose de particulier pour les Ouais, ouais, personnages que vous êtes? ça l'est. C'est la première fois que je me suis risqué, je dirais, à ça. Je l'ai fait, comment dire, je mis beaucoup de moi dans ce personnage. Et puis, je l'écrivais à la troisième personne. Mais peut-être que comment dire, ça me demande, ça donne, ça m'impose quelque chose, une forme d'exigence dans la manière dont je construis ce personnage. Dans le fait peut-être que, étant donné que je suis un jeune homme qui met en scène la vie d'une jeune femme, peut-être que ça m'a demandé de la mettre en peut-être plus comme une personne très libre. Euh, Très libre, ouais. Éviter éviter trop d'écueils, quoi, hein. J'ai longtemps,
J'ai longtemps refusé d'écrire avec un personnage, enfin d'écrire avec un narrateur féminin, ça je le ferai pas, par exemple. Je me vois pas le faire, je vois pas la justesse que je pourrais avoir. Mais ça m'a demandé, oui, peut-être que c'était plus instinctif d'écrire la vie de Thomas au départ, même si dans une situation de dépression qui m'est quand même assez étrangère, je dois dire, pour rassurer à ma maman, je sais pas si elle me regarde. Non, mais ça va très bien. Donc. Mais ouais, ça demande une forme d'exigence. C'est bien, c'est utile parce que parfois on se relie et on se trouve limite. Et on en apprend sur soi en faisant ainsi, je trouve. Ouais. Dernière question qui va peut-être nous permettre de boucler la boucle, si j'ose dire. On a entamé cette conversation en se demandant quels pouvaient être les liens ou les liens de rupture entre Ostwald et les nuits d'été. Vous n'échapperez pas à la question de savoir ce qui va se passer ensuite. Et ça ne vient pas de moi, je vous assure, Thomas. C'est une lectrice ou un lecteur qui nous demande ça. Peut-être un petit mot de ce sur quoi vous me disiez juste avant de commencer la discussion, que vous aviez réattaqué l'écriture. Peut-être un petit mot sur la manière dont vous l'envisagez, ce nouveau livre. On sait que les écrivains ont toujours du mal et à raison pour parler du prochain livre, puisqu'on sait que le sujet d'un livre se découvre au fil de l'écriture aussi. Ouais. Voilà, un mot peut-être de cela. Ouais, alors pour l'anecdote, je reviens de résidence. Enfin, je suis revenu il y a 5 semaines, mais comme il s'est à peu près rien passé pendant 5 semaines dans ma vie, on va dire que je suis revenu hier. Euh, je suis revenu de résidence en Dordogne, donc en fait, normalement, si on tape un peu sur Internet, il y a déjà des choses un petit peu écrites parce que c'est ce qui se passe quand on est invité en résidence. J'étais près de la grotte de Lascaux et j'écrivais l'histoire. C'est un roman. Ça décrit l'histoire d'un personnage qui décide de disparaître. Et ça se présente un peu comme un manuel pour réussir cette disparition. En tout cas, c'est comme ça, c'est ce que c'est en ce moment. Le roman commence comme ça, et ensuite il se passe tout à fait autre chose. Voilà. Vous en avez déjà beaucoup dit, hein, Thomas. Je vous remercie parce que je sais que c'est jamais très, très simple à faire. Mais écoutez, Non, mais c'est déjà public en fait, donc bon, je peux en parler. on va s'arrêter là. Il va me rester à vous remercier vraiment énormément, à remercier d'abord l'ensemble des lecteurs, lectrices qui nous ont suivis, toujours nombreux. Et c'est un vrai plaisir de voir voilà, que les lecteurs, que les comités de lecture ont envie de vous rencontrer, ont envie de vous lire. Mhm. Et voilà, ben on espère évidemment très fort qu'on pourra retrouver à la fois vous, les 4 autres Ah bon? écrivains qui sont sélectionnés dans le prix, et puis l'ensemble des lecteurs pour une belle rencontre en chair et en os. Ouais, merci à tous pour votre attention et pour vos questions. Et désolé à la personne qui n'a pas pu me poser sa question pour des problèmes techniques sur sa tablette. Si vraiment il a envie, on vous fera passer un petit mail avec la question. Je lui ferai un message vocal. Ouais, super. Bon, un immense merci. En tout cas, on parlait avec Thomas Aflao de ce livre, Les Nuits d'été, aux éditions de l'Olivier, sélectionné dans le prix Summer 21. Merci infiniment, mon cher Thomas. Merci Yann pour vos questions. Au revoir à tous et prenez soin de vous.